Bonsoir à tous pour ce nouveau Mediapart Live et ce plateau de retour sur nos enquêtes, l'émission que toutes les télés du monde nous envient, qui sera ce soir en deux parties. Deuxième partie sera consacrée au rapport de la gauche, voire des gauches aux migrants. Et tout de suite, l'affaire Benalla. Alors pour ceux qui seraient partis vivre au Groenland ces derniers mois, l'affaire Benalla, c'est l'affaire qui fracasse la chronique française depuis le mois de juillet. Benalla, du nom d'Alexandre Benalla, un ancien chef adjoint de cabinet du président de la République, Emmanuel Macron, qui, déguisé en policier, est aujourd'hui poursuivi par la justice pour des faits de violence sur des manifestants du 1er mai dernier. Et Mediapart a fait des révélations cette semaine à propos d'un selfie qu'on a baptisé le selfie armé d'Alexandre Benalla. Et nous avons retrouvé la serveuse, témoin principal, actrice du selfie, qui a accepté de témoigner pour Mediapart. On y reviendra après l'avoir entendue avec deux des journalistes de la rédaction. Elle s'appelle Laura et elle raconte les dessous de cette photo qui a beaucoup tourné, voire même a été détournée ces derniers jours. On nous avait demandé de privatiser donc le restaurant. Et donc c'est Macron, ses élus et ses gardes qui devaient venir. C'est moi qui me suis occupée des gardes, des policiers. C'était une table, une quinzaine, ils étaient 15 et 15 à peu près. Macron et ses élus étaient dans une salle un peu à côté. Quand Macron et ses élus ont commencé à partir, donc c'est les gardes qui ont suivi derrière. Et donc c'est là que j'ai commencé à demander la photo, donc avec les vigiles d'abord. Et après avec Macron, et au moment où la photo elle a été prise avec Benalla, je me souviens encore de pouvoir voir Macron en face de moi à 1,50 m. Je pense que personne n'a vu l'arme être sortie. Parce qu'on était beaucoup, donc dans un tout petit hall, donc une quarantaine de personnes. Et c'est donc dans ce même moment que j'ai fait les selfies avec Macron et Alexandre Benalla et les autres. Donc juste après le selfie, Alexandre Benalla m'a précisé en me regardant et tout de suite après qu'il fallait que je reprenne le temps après mon service de regarder la photo. On sentait que c'était pas une blague en disant il y a quelque chose qu'il faut que tu regardes, mais c'était avec un sourire aussi, donc je pense que c'était pour lui quelque chose de drôle. Après qu'il soit parti, on a fini notre travail et c'est là qu'on s'est posé donc avec des collègues pour regarder cette fameuse photo. Et c'est là que c'est un collègue à moi, dans mes souvenirs un cuisinier, qui a capté qu'il y avait une arme du coup sur cette photo que Alexandre Benalla tenait. Alors, je suis pour parler dans cette première tranche de retour sur nos enquêtes avec deux journalistes de Mediapart. Antoine Rouget, bonsoir. Bonsoir. Tu es l'un des auteurs avec Christophe Gueugnot de l'article qui a accompagné la révélation de cette photo qui fait beaucoup jaser. Et Lénaïque Bredou, bonsoir Lénaïque, du service politique de Mediapart. Et on va discuter des enjeux politiques de ces révélations et plus au-delà même de ce que dit l'affaire Benalla. Alors, un premier point, Antoine, on a diffusé un petit teaser de cet entretien avant le live de ce soir sur les réseaux sociaux. Il y a déjà eu beaucoup de réactions pour dire mais elle est tatouée, la serveuse, Laura, elle n'est pas sur le selfie. Une question très simple, est-ce que c'est vraiment elle? Oui, enfin ça on peut évidemment certifier que Laura était bien la serveuse et la personne présente sur le selfie d'Alexandre Benalla. Depuis quelques jours, effectivement, depuis la publication de cette fameuse image qui est assez frappante et symbolique, il y a eu effectivement des évocations d'un montage, voilà. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé Laura aujourd'hui à prendre la parole. C'est que nous, on l'avait floutée, on l'avait évidemment protégée, on avait évidemment certifié la réalité de cette scène, etc. Et par contre, il ne s'agissait pas pour nous forcément de dire qui se trouvait derrière le floutage et derrière ce visage. Et en fait, elle, voyant qu'il y avait un certain scepticisme aussi autour de cette scène, elle a décidé de prendre la parole et de raconter assez simplement ce qui s'était passé ce soir-là. Alors, pour que tout le monde comprenne, la photo saisit une scène qui a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 avril du 28 au 29 du 28 avril au 29 avril 2017, c'est-à-dire dans l'entre-deux tours de la campagne présidentielle. L'équipe Macron sait qu'ils vont affronter Marine Le Pen au second tour, sont à peu près sûrs de gagner l'élection, d'où peut-être une euphorie que tu nous raconteras pendant la soirée. Il y a cette photo et on voit Alexandre Benalla sortir une arme, voire même en quelque sorte la pointer vers la serveuse. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette photo a beaucoup tourné, a beaucoup été détournée, a suscité beaucoup de
de raillerie, de galéjade, voire de rigolade, mais c'est une photo qui n'est pas que folklorique ou spectaculaire comme on peut l'avoir là, c'est aussi une photo qui est grave. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Exactement. Enfin, nous, dès le départ, on a vraiment, enfin, dès qu'on a reçu cette photo, on a évidemment traité avec la plus grande des gravités. D'abord, il faut savoir, et il faut le rappeler, que c'est quand même une évidence, mais Alexandre Benalla n'avait absolument pas le droit, ce soir-là, à Poitiers, de détenir une arme. Il y a quand même une réglementation assez stricte en France sur le port d'armes, et il a d'ailleurs reconnu devant la commission d'enquête du Sénat qu'il n'avait pas de port d'armes pendant l'élection présidentielle. Quand on a échangé d'ailleurs avec lui, Alexandre Benalla, par SMS, a lui-même reconnu finalement la gravité de la situation en disant mais c'est impossible que j'ai pu détenir une arme à ce moment-là. Alors, puisqu'on est dans Retour sur nos enquêtes, on explique un peu aussi comment on travaille par le maximum de transparence sur la façon dont nous travaillons. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'on a les photos, on vérifie l'authenticité, on reconstitue l'histoire. Un restaurant à Poitiers qui, ça ne s'invente pas, s'appelle Les Archives. On interroge des témoins. On interroge les témoins. Évidemment, on doit respecter le contradictoire, c'est-à-dire confronter nos découvertes avec les personnes concernées, la première d'entre elles étant Alexandre Benalla. Comment ça se passe? Tu le contactes? Exactement. Donc lundi matin, on a la certitude que la photographie est véritable et que la scène s'est bien déroulée. On a tous les détails déjà de la scène. Donc il s'agit pour nous de prendre attache avec Alexandre Benalla ou son avocat. Donc on a finalement sollicité les deux. L'avocat n'a pas voulu répondre et Alexandre Benalla instantanément répond sur une messagerie en disant tout ça est faux. De toute façon, c'est un montage, ça n'a jamais existé, parce que lui-même mesure à cet instant, la gravité finalement de la scène. Comme tu le dis, c'est pas folklorique, c'est pas amusant. Il faut pas être expert en balistique pour comprendre qu'on ne tourne pas une arme vers le visage ou vers la nuque d'une personne, qu'elle soit chargée ou pas. Enfin, ça ne se fait pas. Et donc Alexandre Benalla, au début, nie l'évidence et ensuite on propose un rendez-vous. On a un rendez-vous qui est fixé dans un hôtel à Paris pour lui présenter les photos et il annule le rendez-vous quelques minutes avant. On est en train de partir de la rédaction et en fait il annule le rendez-vous et depuis c'est le silence radio. D'accord. C'est d'autant plus grave que Alexandre Benalla avait fait des déclarations au journal Le Monde dans sa communication un peu organisée, voire même chaperonnée, si j'ose le mot, par un communicant qui s'appelle Marc Francelet, et puis la fameuse Mimi Marchand, la docteure S. Paparazzi de l'Élysée. Il avait fait des déclarations au Monde où justement il disait que, pour reprendre son expression, il n'était pas maboule, il ne se baladait pas avec une arme au moment de l'élection présidentielle en dehors du QG. Exactement, il y avait une autorisation pour avoir des armes au QG. Il pouvait avoir une arme. Ouais, on peut en juger après de savoir s'il était vraiment opportun qu'il ait des armes au QG. Mais au QG de campagne. Hein. Ouais, exactement, mais donc à Paris. Mais il était évidemment interdit, il lui était évidemment interdit de trimballer ses armes et encore plus de les sortir. Enfin, ça paraît quand même assez invraisemblable. Et ce qui est gravissime quand même dans cette situation-là, c'est que, comme le dit Laura, Emmanuel Macron est à 1,50 m, 2 mètres. Elle précise bien que, de son point de vue à elle, personne n'a vu l'arme et pas Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas de dire ça, mais par contre, à mon avis, il faut prendre le sujet dans l'autre sens et imaginer le niveau d'impunité chez Alexandre Benalla pour sortir cette arme à ce moment-là. Devant le président. Exactement. Qu'il la voit ou pas, au fond, c'est ce que tu dis. Exactement, en sachant en plus que le sujet des armes, et ça on l'a écrit dans nos articles, c'était un sujet extrêmement sensible dans la direction de la campagne. Parce qu'à plusieurs reprises, Alexandre Benalla, qui était le directeur de la sûreté d'En Marche, qui avait un poste à responsabilité, a commandé ou a essayé de commander des armes dans le dos de la direction de la campagne. Et ça, la direction de la campagne, il y a eu des réunions là-dessus. Comment on le sait, ça dans les Macron Leaks, en fait. Ouais. Donc, ces mails extraits de la campagne qui ont été piratés et qu'on a ensuite exploités, on voit très clairement... Quand ils étaient d'intérêt public. Exactement. On voit des échanges avec le directeur de la campagne, Jean-Marie Girier, qui dit « mais il est hors de question que notre service d'ordre achète des armes ». À un moment, on parle même de flashball. Enfin, on était dans le délire. Et quelques semaines plus tard, Alexandre Benalla dégaine son pistolet devant une quarantaine de personnes dans le cadre d'un selfie. C'est absolument délirant. Jean-Marie Girier, c'est celui qu'on va retrouver ensuite au cabinet de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et qui est maintenant à l'Assemblée nationale. Chez Richard Ferrand. Chez Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Alors, on a vu Laura, tu as rencontré Laura.
Christophe Gueugnaud qui avait récupéré la photo et avec qui tu as enquêté pour tout authentifier. Alors, pour que les lecteurs comprennent bien, on a même authentifié, en anglais on dirait qu'on a fait du forensic, on a analysé les métadonnées de la photo pour ces Donatien Huet qu'il a fait chez nous, pour vérifier que la photo a bien été prise à tel endroit, parce qu'il y a des données de géolocalisation dans la photo, qu'elle n'a pas été modifiée. Qu'elle n'a pas été Par modifiée. exemple, que l'arme n'a pas été rajoutée, ce qui aurait pu, parce que c'est une main qui survient comme ça. Il n'y a pas de montage. On ne l'entend pas là dans l'entretien qu'on a diffusé avec Laura, mais tu as parlé avec elle. Est-ce qu'elle t'a dit dans quel état était Alexandre Benalla ce soir-là? Pour dire la question plus cash, est-ce qu'il était sobre? Elle nous raconte une ambiance assez étonnante dans une équipe de campagne, d'euphorie, etc., avec beaucoup de vin. Elle servait justement précisément la table où il y avait une quinzaine de personnes du service d'ordre et des policiers. Et elle nous a expliqué avoir écoulé 8 bouteilles de vin d'abord, puis ensuite avoir ouvert un autre carton. Donc c'était une fête armée, on va dire. Et dans une ambiance très festive, quoi. Exactement. Jusqu'à tard dans la nuit Ils sont arrivés assez tard, ils sont partis vers 1h30. Voilà, effectivement, le service a traîné, mais en fait, l'hôtel était collé au restaurant. Donc pour eux, ils ont sans doute considéré qu'à partir du moment où ils rentraient dans le restaurant, ils étaient déjà en soirée et ils pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Avant de parler des enjeux politiques de l'affaire Benalla, est-ce qu'il y a des conséquences judiciaires de cette révélation? Donc oui, hier, le procureur de la République de Poitiers a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. On ne sait pas encore exactement quelles infractions sont visées par cette enquête. On peut imaginer qu'il va y avoir une enquête sur un éventuel port d'armes prohibé, ça paraît assez manifeste, mais se pose également la question éventuellement de la mise en danger de la vie d'autrui. À partir du moment où on voit comment le pistolet est tourné vers la jeune fille, ça paraît quand même assez étonnant. Et encore une fois, il ne faut pas être expert en maniement d'armes pour comprendre que c'est totalement déconseillé. Pour que les gens comprennent, un policier, par exemple, qui a le droit de porter une arme ferait ça dans une soirée, il aurait des embrouilles administratives à minima. Exactement, à minima, bien sûr. Alors, les naïgs, l'affaire Benalla, comme je l'ai dit tout à l'heure, brise les agendas, fracasse la chronique, tétanise le pouvoir à certains égards depuis le mois de juillet et les révélations du Monde. Comment, il y a une question sous-jacente depuis plusieurs mois maintenant, c'est comment un fait divers, ce qui à l'origine est un fait divers, cet Alexandre Benalla, pris dans les raies de la justice pour des violences volontaires contre des manifestants le 1er mai, comment un fait divers tourne à, non pas l'affaire d'été, mais à, je ne sais pas si c'est l'affaire d'État, en tout cas, à une affaire qui fait vriller les institutions. Parce que Alexandre Benalla n'est pas n'importe quel citoyen français. Il est évidemment un conseiller d'Emmanuel Macron, un conseiller de l'Élysée, et par sa position, par sa fonction, et donc par le pouvoir que ça lui octroie, il occupe une place singulière. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, dans la commission d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a vu défiler un certain nombre de responsables policiers, y compris des responsables syndicaux, dire très clairement que la position d'Alexandre Benalla, conseiller à l'Élysée, lui donnait un statut et une aura qui lui conférait un pouvoir même supérieur à ses fonctions réelles, en tout cas dans leur tête, y compris dans une atmosphère un peu courtisane. Un conseiller de l'Élysée, ça a beaucoup de pouvoir à l'extérieur, même sans en abuser, forcément, mais en tout cas, ça a une image très forte. Il projette évidemment, la présidence. Exactement, c'est le ruissellement du pouvoir du président. Et que donc, du coup, ça lui donne, première chose, cette fonction-là de pouvoir. Ensuite, il n'a pas un rôle anodin, Alexandre Benalla. Bon, alors, on est là aussi au cœur de ce qui est en train d'être découvert. Ça a aussi été l'effet de sidération qu'a provoqué cette affaire. C'est la place qu'occupait Alexandre Benalla, que l'Élysée minimise évidemment depuis que l'affaire a explosé, mais qui est au cœur des interrogations de la seule commission d'enquête qui continue à travailler, qui est celle du Sénat, sur évidemment les fonctions réelles d'Alexandre Benalla, de garde du corps, mission de protection, mission rapprochée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très proche du président de la République, c'est qu'il est très proche du clan présidentiel. Ce qui est, là encore, une donnée essentielle pour comprendre comment l'Élysée a réagi. Parce qu'il faut quand même imaginer, un conseiller de l'Élysée, n'importe quel conseiller de l'Élysée, se trouverait pris la main dans le sac, si je peux dire, via une vidéo, le montrant en train de tabasser des manifestants le 1er mai, quoi qu'aient fait ces personnes par ailleurs. La logique, l'évidence serait que l'Élysée dise « Bon, ok, merci, bien, au revoir, merci pour tout ce que vous avez fait, licenciement ».
il se trouve que ce n'est pas du tout ce que l'Élysée choisit de faire. Ses fonctions évoluent, il est mis à pied, mais il ne se sépare pas. Ce n'est que parce qu'il y a des révélations dans la presse que l'Élysée change d'avis sous la pression médiatique, politique et après de l'opinion publique. Donc ça renforce le poids de cette affaire parce que ça montre la protection dont Alexandre Benalla a bénéficié au cœur même du pouvoir. Ça interroge sur quelle place il avait dans le dispositif, pourquoi le président de la République le protège-t-il autant. Et en plus, systématiquement, depuis le 18 juillet, le jour des premières révélations, on a vu le pouvoir se contredire, s'enfoncer dans ses explications, être franchement peu clair et parfois, alors carrément, complètement en contradiction. Et si je prends un exemple, si on prend cette photo, pour revenir à cette photo, on a quand même entendu un récit se mettre en place au moment, cet été, de la part d'Alexandre Benalla, mais aussi de la part des conseillers, des très proches conseillers d'Emmanuel Macron qui ont été interrogés sur Alexandre Benalla. Non, il n'était pas un cow-boy de 26 ans faisant tout et n'importe quoi. C'était un homme extrêmement compétent, brillant, calme, posé, remplissant parfaitement ses missions. Ce qui est tout à fait possible, hein, par ailleurs. Quand je dis ça, c'est pas du tout pour le mettre en doute. Il n'empêche que cette photo renforce quand même évidemment l'impression d'un petit clan présidentiel qui, au fur et à mesure de sa conquête du pouvoir, est plus ou moins en roue libre. En tout cas, ça donne cette sentiment qui est le soupçon qu'il y a au cœur de cette affaire depuis le début. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette photo vient fracasser le récit officiel sur le positionnement, la place, le comportement de ce si proche conseiller. C'est-à-dire la construction de l'image de quelqu'un de mesuré, policé. Et cette photo vient montrer qu'au premier selfie, il sort... dégaine son arme et la pointe vers une serveuse. Ouais, comme disait Antoine, c'est absolument sidérant. Cette photo est sidérante de ce point de vue-là. Et encore une fois, vient heurter le récit officiel, construit patiemment durant l'été. Et et qui renforce encore une fois le questionnement profond sur l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, sur comment, au-delà de l'affaire Benalla presque, en quoi est-elle le révélateur de la manière d'exercer le pouvoir par ce président qui, je le rappelle, ça paraît peut-être très lointain maintenant, mais a aussi été élu face à Marine Le Pen dans une promesse de respect des institutions, d'exercice du pouvoir, de libéralisme politique, qui était aussi parfois défendu par des gens très variés, très divers, venus du centre-gauche, du centre-droit. Enfin, ça paraît peut-être très lointain, mais il faut quand même se rappeler d'où vient cette présidence. Évidemment, aujourd'hui, on est dans un décalage très fort. On est dans un décalage, et est-ce que, d'une certaine manière, on mesure encore mal les effets concrets de l'affaire Benalla? D'abord, on a repoussé la réforme constitutionnelle, c'est quand même pas rien, dont l'un des articles visait à revoir le mode de nomination des procureurs de la République, donc les magistrats très importants dans l'organisme judiciaire français, puisque ce sont eux qui décident d'ouvrir les enquêtes, ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, et qui en définissent le champ. Et il se trouve qu'on découvre, et c'est Michel Deléan qui l'a notamment raconté dans Mediapart aujourd'hui, que le procureur de Paris qui va partir, François Molins, qui doit aller à la Cour de cassation, ses successeurs choisis et par la ministre de la Justice, qui a la tutelle, c'est un problème d'ailleurs, mais qui a la tutelle sur le procureur et par le Conseil supérieur de la magistrature, les candidats choisis ont été récusés par le président de la République, c'est-à-dire même le fait du prince. Est-ce que là aussi, on n'est pas dans un révélateur au même degré, en quelque sorte, voire peut-être plus grave, de l'affaire Benalla, de la crispation du président, du fait du prince face aux institutions françaises? Bien sûr, c'est la question qui se pose. Il faut se rendre compte de ce que ça signifie. Ça veut dire... Alors évidemment, le président de la République a constitutionnellement le droit de donner son avis sur la nomination des juges du parquet, puisque c'est des procureurs, des magistrats du parquet, puisque c'est... Ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants, voilà. Du coup, là, la mise en scène, en fait, le fait de rendre visible la révocation de sa ministre de la Justice, donc l'humiliation publique de la ministre de la Justice, dont tout le processus a été officiellement récusé, la mise en scène d'une double tutelle de l'Élysée et de Matignon, puisqu'on apprend également que Matignon a auditionné les 3 candidats finalement qui n'ont finalement pas été retenus. Dans le bureau du Premier ministre. Dans le bureau du Premier ministre. Et que donc cette mise en scène du pouvoir a évidemment un effet de montrer à quel point le fait du prince est le seul qui compte, à quel point les autres contre-pouvoirs, l'éventuel rééquilibrage du pouvoir est nul et non avenu. Il faut se rappeler, c'est une pratique fréquente
Voilà, donc on peut la banaliser. Il se trouve quand même que lors du quinquennat précédent, autant François Hollande a eu un quinquennat difficile et très critiquable à plein d'égards, autant il se trouve qu'il s'est tenu à l'écart des nominations, de ce genre de nomination. Alors il n'y en a pas eu beaucoup de très cruciales sous son quinquennat, mais il n'empêche que c'était un choix qu'il assumait. En tout cas, il disait qu'il se tenait à l'écart et que Emmanuel Macron a clairement décidé de faire l'inverse. Juste pour faire un lien avec tout ça, c'est quand même, il se trouve que le procureur de Paris est celui qui a la tutelle de l'affaire Benalla.